Bonjour à tous et à toutes et merci de nous retrouver pour cette dernière journée du festival Territoire Sauvage. On est à nouveau en live ce matin pour une troisième conférence, toujours sur le thème de la nuit. Moi, je suis journaliste pour la revue Far West, un média local qui raconte le Sud-Ouest en format long et en documentaire, et c'est moi qui vais animer cette dernière conférence. Alors en principe, comme vous le savez sûrement, le festival Territoire Sauvage se tient sur les bords du bassin d'Arcachon, devant la réserve ornithologique du Tech. Oh, je m'entends en double. Hop là. On est bon. Je m'entendais deux fois. Alors, oui, comme je vous disais, donc oui, normalement, le festival Territoire Sauvage se tient sur les bords du bassin d'Arcachon, devant la réserve ornithologique du Tech. Mais cette année, au vu de la situation sanitaire, le festival a forcément été un peu adapté. Mais l'association C'est une Nature, qui organise le festival, a tenu à maintenir cette édition et ainsi à vous programmer un maximum d'activités en ligne. Donc les conférences comme celle de ce matin se passent toutes en live ici sur Facebook. En plus des conférences comme celle d'aujourd'hui, on a aussi eu plusieurs films naturalistes qui ont été diffusés chaque soir sur le site internet du festival. Je vous rappelle que vous pouvez encore visionner ces 3 films et vous pouvez également visionner des courts-métrages. Donc il y a 4 courts-métrages qui ont été réalisés par les étudiants de l'école de cinéma animalier de Minigoutte. Et donc pour y avoir accès, vous devez aller simplement sur la page programme du site du festival. Vous cliquez sur les films proposés et là vous aurez la sélection des courts-métrages. En parallèle du festival en ligne, on a eu aussi des balades et des déambulations en nature, qui ont été organisées, et il y en aura encore une qui sera organisée cet après-midi avec des artistes et des acteurs de la préservation du vivant. Donc malheureusement pour cette année, les balades sont complètes, mais sachez qu'à nouveau, elles auront lieu l'an prochain et que vous pouvez aussi profiter des accueils postés qui se trouvent au Tech et à Aulorge. Sachez également que cette année, Sistune Nature organise un concours photo sur le thème de la nuit et que vous avez encore jusqu'à ce soir pour élire le prix du public. Je rappelle enfin que le festival ne pourrait pas avoir lieu sans le soutien de l'Europe, de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. On remercie également les partenaires du festival, que sont la commune du Tech, sa réserve ornithologique et le parc naturel régional des Landes de Gascogne. On va maintenant passer à notre dernière conférence. Alors, pour rappel, hier, on a parlé chauve-souris avec Amandine Douillard, qui est bénévole et coordinatrice du groupe Chiroptère Aquitaine. Et donc, elle nous a démontré qu'il y avait tout un tas d'idées reçues à propos des chauves-souris et nous a surtout montré que ces mammifères nocturnes nous font souvent peur, mais c'est en fait de vrais amis pour l'homme. Aujourd'hui, on accueille Benoît Dumot. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, donc, je vais vous présenter rapidement. Benoît Dumot, vous êtes chef de l'unité écosystème marin au sein du parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Donc, en gros, pour vous présenter rapidement, vous faites partie de l'équipe technique du parc naturel. Vous allez, j'imagine, nous expliquer un petit peu plus en quoi votre travail consiste et également ce que c'est que le parc naturel marin. Donc, pour aujourd'hui, on va parler donc toujours de la vie sauvage pendant la nuit, mais cette fois, on va parler de la vie sauvage sous l'eau. On présume souvent que les animaux sont un peu comme nous et qu'ils dorment la nuit, parce qu'on se calque sur notre fonctionnement à nous, mais on oublie que d'autres espèces n'ont pas forcément le même cycle de sommeil que nous, et on va découvrir, j'espère, comment certaines espèces se comportent la nuit, comme les poissons, les crustacés, les moules et les huîtres. Alors, je vous signale simplement que la conférence sera suivie d'échanges, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Benoît directement dans le chat sur Facebook. Moi, je prendrai vos questions et je les lui poserai à la fin. Voilà, merci Benoît, je vous laisse la parole. Merci. Alors bonjour à tous, Benoît Dumot, je suis membre de l'équipe technique du parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Et je ne vois pas mes diapos. Ah, si, très bien. Et donc la conférence aujourd'hui, donc c'est du passage du jour à la nuit sous l'eau. Donc on va essayer d'appréhender un petit peu les comportements de ces espèces-là, qui sont des fois un peu inconnus pour nous. Qu'est-ce qui se passe sous l'eau la nuit? Les espèces dorment, est-ce qu'elles chassent, est-ce qu'elles s'activent? On va essayer de balayer tout ça tranquillement. Alors, pour commencer, donc juste un bref sommaire pour pas vous perdre tout de suite, parce que ça va être assez complexe. On va déflorer des phénomènes un peu complexes. Donc, pour parler du parc naturel marin, du bassin d'Arcachon, dont je fais partie de l'équipe technique. Ensuite, on va aborder le sol dans le monde animal et les différentes horloges, les horloges biologiques qu'on peut retrouver. Et après ça, une fois que vous allez avoir des bonnes bases sur ces deux sujets-là, on va s'immerger progressivement dans le bassin d'Arcachon pour aller voir les espèces marines la nuit et puis étudier un petit peu leur comportement. Et bien sûr, on aura des échanges ensuite
avec toutes les questions qui seront posées. Donc pourquoi on ne va pas directement plonger, voir les poissons, les hippocampes, les crustacés? Ben, c'est parce que on a quand même des phénomènes qui sont assez complexes, qui sont parfois des fois même mal connus. Et comme le disait Protagoras, hein, c'est un penseur du 5e siècle avant notre ère, nous, êtres humains, nous pensons que nous sommes la mesure de toute chose. Et donc, il est difficile pour nous d'envisager que d'autres espèces puissent faire des choses qu'on n'est pas capable de faire ou qu'on n'est pas, que nous ne pouvons pas faire, nous n'avons pas les moyens de le faire. Et donc, on va y aller quand même progressivement parce que si je vous parle de sommeil hémisphérique tout de suite, ça va peut-être un petit peu vous paraître assez hallucinant. Donc, il faut que je me habitue à ma télé pour passer les diapos, excusez-moi. Donc, le parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Donc, d'une part, qu'est-ce qu'un parc marin? Il faut savoir avant toute chose que la France a le 2e plus grand territoire maritime au monde, juste après les États-Unis. On est en train de se batailler pour la première place, on espérait des mers par-ci par-là. Mais donc tout ce territoire maritime le gérer, l'État français a créé une loi en 2006, l'outil parc marin, donc un outil de gestion du milieu maritime. Et le 6e parc naturel marin a été créé en France. Donc on compte 9 parcs naturels marins, donc à la métropolitaine mais aussi à l'outre-mer. Et le réseau des parcs marins associé aussi aux sites naturels, aux réserves naturelles, notamment comme la réserve naturelle du Grand Darguin, et aux parcs nationaux, le parc national de Port-Cros ou des Calanques, font partie de ce qu'on appelle le réseau des aires marines protégées. Et ça couvre à peu près 20 de notre territoire maritime. Donc ça, c'est les chiffres de 2016, mais ça a très peu évolué depuis. Et donc on voit sur la carte que le parc naturel marin du bassin d'Arcachon, bah, finalement, c'est le parc qu'on retrouve sur Terre, en France. Et donc ce parc naturel marin, il a été créé en 2014 par un décret ministériel. Et dans ce décret, on a le périmètre du parc naturel marin, ses orientations de gestion et la composition de son conseil de gestion. Donc pour son périmètre, le bassin d'Arcachon, le parc marin fait 435 km². Il comprend tout l'intrabassin, le bassin d'Arcachon en lui-même, et va jusqu'à l'océan, jusqu'à 3000 nautiques au large, à peu près 5 km. Et donc, dans ce décret de création, on a aussi les missions de gestion sur ce quoi les missions du parc doivent porter. Et donc, elles sont au nombre de 7, et elles sont inscrites juste derrière moi. Et enfin, on a la composition du conseil de gestion, c'est ce camembert qu'on a en bas à droite de la diapositive. Et dans ce conseil de gestion, on retrouve finalement des services de l'État, des élus, donc les maires des communes du bassin d'Arcachon, des professionnels, pêcheurs, ostréiculteurs, industrie nautique, des plaisanciers, des associations de protection de l'environnement. Ce petit monde se réunit régulièrement pour prendre des décisions, pour gérer ce bassin d'Arcachon, ce parc marin, et donc lancer des actions, donner des autorisations aussi. Et donc le conseil de validé en 2017, 3 ans après la création du parc, son plan de gestion. C'est un peu sa feuille de route pour les 15 prochaines années. Et pour faire vivre tout ça, il y a une équipe technique dont je fais partie, dont j'ai la chance de faire partie, qui regroupe plusieurs compétences. Donc actuellement, au premier semestre 2020, l'équipe compte 15 agents, donc on a une directrice déléguée, Mélina Roth, autour de laquelle gravite l'unité. Donc on a l'unité opération, ce sont nos agents de terrain, qui ont 2 bateaux et qui peuvent aller faire des suivis, faire des échantillonnages, ou faire aussi de la surveillance. On a une unité usage maritime pour élaborer tous les projets, toutes les actions qui ont un lien avec les activités comme l'ostréiculture, la pêche ou la plaisance. Et l'unité que je pilote, l'unité écosystème marin, pour mieux comprendre les écosystèmes et essayer de gérer au mieux les écosystèmes, de les préserver, voire de les restaurer. Et on a aussi, bien sûr, une chargée de communication et une secrétaire pour nous aider dans toutes ces tâches. Donc voilà, donc maintenant qu'on a dressé un peu le portrait du parc naturel marin du bassin d'Arcachon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, avec la première thématique de cette conférence, donc le sommeil dans le monde animal. Alors le sommeil, pour nous, c'est
ce moment où on s'isole quotidiennement, où on s'abandonne un petit peu et on ferme les paupières, on s'allonge et on s'endort. Et est-ce que les animaux font de même, les animaux s'endorment? Et les études jusqu'à présent ont prouvé que les animaux avaient bien un sommeil profond, avaient bien des états de sommeil. Ouais. Ah, je crois qu'on a perdu Qu'est-ce que c'est Benoît. pour les- Alors, Vous m'entendez? moi, je vous entends pas très bien. On vous entend en saccadé et là, ça a coupé. Alors, je sais pas si on arrive à peut-être réessayer de parler pour voir Benoît, voir si on vous entend. Ouais. J'étais parti sur le sommeil, là, je ne sais pas si vous jouez. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Je pense que vous pouvez continuer sur le sommeil. Allez-y, là, on vous entend. Ok, ça marche. Ouais. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend un petit peu saccadé, mais je pense qu'on va pouvoir essayer de continuer. Allez-y. De toute façon, si ça coupe, on vous interrompt. Vous inquiétez pas. Ok. Donc je parlais du sommeil, excusez-moi pour cette interruption technique. Donc je parlais du sommeil dans le monde animal. Je disais que ce sommeil, on- J'ai l'impression que là, la connexion est très compliquée. Alors, je sais pas si ça vient de vous, si ça vient de chez vous, de votre box ou quoi. Mais là, on a des petits soucis techniques. l'homme, c'est ce Ouais, je pense moment que c'est votre s'absente box. où on s'abandonne un petit peu, on se retire du monde et on s'endort et on entre dans cet état un petit peu. En fait, toutes les études actuellement que la plupart des bien, Je pense qu'on vous entend avec un petit décalage. Je sais pas de combien, mais j'ai l'impression que vous nous entendez un petit peu après. Ça marche. Alors, on va juste s'arrêter 2 petites minutes pour essayer de régler ce petit problème-là et on va vous reprendre juste après. OK? Rebonjour. Alors, après un petit vraiment problème encore. technique, j'ai l'impression que ça se passe un petit peu mieux, qu'on vous entend mieux, Benoît. Ouais, est-ce que ça va mieux? Ouais, Vous m'entendez bien? j'ai l'impression que c'est un peu mieux, ouais. Donc, allez-y, vous Bon, me ok. parlez du sommeil. Allez-y. Du sommeil. Donc le sommeil chez l'homme, il est assez connu, mais ce qui est un peu moins connu, c'est le sommeil dans le monde animal. Et actuellement, toutes les études scientifiques qui ont été menées ont prouvé que ce sommeil était quasi universel dans ce monde animal. Et donc alors, comment qualifier concrètement le sommeil, hein? Pour nous, c'est assez simple, hein. On s'allonge, on ferme les paupières, mais scientifiquement, ça manque un petit peu de critères. Et nos paupières à nous, qu'on ferme quand on est en état de sommeil, il y a certains animaux, certains poissons, enfin les poissons, n'ont pas de paupières. Donc c'est vraiment le critère idéal. Donc pour vraiment qualifier le sommeil, on utilise plusieurs points. Il faut que l'individu, l'espèce, soit en immobilité. Après, donc, on note une absence d'alimentation pendant les phases de sommeil. Il y a une réduction de l'attention aussi, notamment de réaction si on stimule la personne, l'individu ou l'espèce qui est en état de sommeil. Et il y a cette notion de réversibilité de l'état de sommeil, hein, pour différencier l'état de sommeil de l'état de coma, d'anesthésie. Et donc, cet état de sommeil, je vous l'ai dit, il est un peu universel dans le monde animal et en fait c'est souvent inscrit dans nos gènes. On a nos gènes qui sont chromosomes, hein, qui codent l'ADN, qui régulent en gros tous ces phases de sommeil et de veille. Et donc pour étudier ce sommeil, eh ben, on a la drosophile, hein, c'est la petite mouche du vinaigre. Et la drosophile, elle a la particularité d'être assez pratique pour les scientifiques parce que d'un point de vue élevage, elle se reproduit rapidement. Je coupe mon téléphone. Elle se reproduit rapidement, elle a une durée de vie assez courte et donc on peut comme ça lier les générations en génération l'effet de la génétique. Et donc cette petite mouche, la petite mouche du vinaigre, une équipe de chercheurs en 2000, des chercheurs américains, ont trouvé que la drosophile arrivait à compenser des retards de sommeil, pour stimuler la drosophile
et qu'on l'empêchait de dormir, bah, derrière, elle devait compenser ce retard de sommeil et dormir un peu comme nous finalement. Et c'est qu'en 2005 que finalement ils ont trouvé un gène qui régule le fait de compenser, de réguler le sommeil. Et donc ils ont commencé à travailler sur ce gène, à le modifier, à l'altérer. Et donc les drosophiles qui avaient ce gène altéré ne régulaient plus leur sommeil et avaient des phases de veille beaucoup plus longues, ne dormaient moins. Et ils n'ont pas noté d'altération finalement d'état de veille, de somnolence ou quoi. Donc c'est vrai que c'est assez prometteur que si chez nous aussi on pouvait altérer peut-être qu'on dormirait moins. Et donc on pourrait veiller plus longtemps, faire plus d'activités. Et finalement, à long terme, ces mêmes scientifiques ont montré que les drosophiles qui avaient ce gène altéré avaient une durée de vie aussi courte. Et donc l'étude ne dit pas si c'est l'accumulation du retard de sommeil au cours de la vie de ces drosophiles qui avaient à réduire leur existence. Mais bon, on se doute vraiment que avec ces expériences-là, on le voit bien, hein, que le sommeil est vital pour nous et pour même dans le règne. Et donc la drosophile, elle est quand même assez nous, mais on voit qu'elle a les mêmes comportements, elle a même les mêmes gènes que nous sur ces phases de sommeil. Et qu'en est-il finalement des espèces qui sont encore plus éloignées que nous, forcément de cerveau, hein, comme par exemple les méduses. Alors ici, on a la méduse boussole au large du bassin d'Arcachon, c'est une méduse pélagique. Et donc là, les chercheurs étaient assez catégoriques pendant pas mal d'années. Ils disaient que les méduses, de toute façon, ça vaque à leurs occupations en permanence, de jour comme de nuit. Ça fait une sorte de balai incessant dans la colonne d'eau. Mais finalement, c'est une équipe de chercheurs australiens en 2004 qui a mis des balises sur des méduses qu'on appelle les méduses boîtes. Alors c'est une famille de méduses qui a un venin mortel, donc ils voulaient étudier les déplacements des méduses pour notamment éviter les problèmes de baigneurs. Et se sont rendus compte que ces méduses boîtes nageaient à une vitesse de 200 mètres par heure tout au long de la journée, sauf que entre 3 heures de nuit et 6 heures du matin, ces méduses boîtes étaient immobiles. Et donc ils ont été voir concrètement ce qui se passait. Ils trouvaient ces méduses jonchées sur le sol, le fond marin, immobiles. Et donc cette étude n'a pas prouvé si cet état d'inactivité était comparable à du sommeil. Et il faut attendre en fait 2017 avec des chercheurs américains qui ont là vraiment étudié le sommeil chez les méduses et ont noté que ce moment d'inactivité était comparable au sommeil, répondait aux différents critères que je vous ai cités plus tôt. Mais alors, donc ces méduses assez éloignées quand même de l'homme, on a des ancêtres qui datent de plusieurs millions voire milliards d'années. Et donc là, on commence à prendre l'histoire du sommeil dans le règne animal, le processus de ce sommeil-là. Et maintenant, on arrive à d'autres questions. Donc, est-ce que aussi qui sont les cousines des méduses, est-ce que les anémones, est-ce que les petits polypes qui forment les coralliens dans les autres les apicales, dorment aussi, hein, parce que les polypes sont de la même famille que les méduses. Est-ce que, pour aller plus loin, est-ce que les éponges de mer, qui sont complètement différentes, qui ont des structures anatomiques complètement différentes, est-ce que les éponges de mer dorment aussi? Alors ça, c'est des questions qui commencent à percer dans le monde scientifique. Hein, les études sont en cours, mais on n'a pas encore de réponse. Donc, on l'a vu, le sommeil est vraiment quasi universel, soit sur Terre comme dans l'eau. Les espèces ont besoin de dormir, ont besoin de récupérer. On n'est pas entré dans les détails de la physiologie, de la biochimie, parce que c'est assez complexe, mais en tout cas, le sommeil, c'est vital pour tous les êtres vivants qui peuplent la Terre. Mais ces phases de sommeil, elles ne sont pas forcément toutes calées sur la nuit. Hein. Donc on a ce qu'on appelle des internes, des horloges biologiques. Et nous, l'homme, on est une espèce circadienne. On a une horloge en interne qui est circadienne, donc circa du latin autour du jour, donc autour du jour, autour de 24 heures. Un cycle de vie de 24 heures. On se lève, on veille, on s'active, et enfin, quand arrive le soir, avec la pénombre, on rentre dans un état de sommeil progressif pour récupérer notre journée. Donc nous, êtres humains, on est une espèce diurne, on vit la journée. Il y a d'autres espèces qui ont un cycle inversé, qui sont toujours des espèces circadiennes, sur 24 heures, qui ont un cycle de...
mais qui vivent la nuit. On a par exemple le hérisson ou les chauves-souris que vous avez pu voir hier, ou aussi les chouettes, tous ces rapaces nocturnes qui vivent la nuit et qui s'activent la nuit et qui dorment le jour. Et cette horloge, ces horloges internes, en fait, elles sont portées par toutes nos cellules de notre corps. En fait, chaque cellule a un rythme de vie de 24 heures, et c'est tous les matins, en nous réveillant, le cerveau se resynchronise avec la lumière du jour et resynchronise toutes les cellules de notre corps. Et donc c'est pour ça que quand on avait encore l'occasion de voyager en avion, on avait ces effets de décalage horaire. Et c'était le temps que notre corps tout entier se resynchronise avec ce nouvel horaire, ce nouveau décalage horaire. Donc ça mettait des fois plusieurs jours pour qu'on retrouve un rythme normal pour manger et dormir. Mais donc je vous ai dit que avec nos yeux, avec nos sensibilités, on se resynchronise tous les lumières du jour, mais sous l'eau, finalement, il y a un phénomène un petit peu particulier, c'est l'absorption de la lumière. En fait, la lumière, pas jusqu'au fond des abysses, jusqu'au fond du milieu marin, la lumière est littéralement absorbée par l'eau. Donc c'est aussi à l'origine de l'état des algues sur l'estran, donc on pourra y revenir si vous voulez. Et donc, sous l'eau, quand on a une zone aphotique, dans la zone où on n'a plus de lumière, il est plus possible de se resynchroniser avec la lumière du jour. Et donc, ça crée des dérèglements, des arythmies. Les espèces qui vivent dans ces milieux-là ont des fois gardé une horloge circadienne, mais elle est complètement en décalage. Ou parfois, il y a des espèces, notamment dans les abysses des océans, qui n'ont plus du tout cette horloge interne circadienne. Et donc on a parlé de cette absence de lumière au fond des océans, donc cette absence de lumière qui peut survenir parfois à quelques mètres de profondeur, quand on a des fortes turbidités, notamment en Arcachon. Des fois, quand on plonge à 20 mètres de fond, on n'a plus de lumière, il fait noir complet. Et donc les espèces, pendant plusieurs jours, des fois, ne voient pas la lumière et donc mais continuent à ressentir la lumière, à ressentir le cycle dans leurs cellules. Mais on a un autre phénomène en mer qui est assez atypique, c'est les marées. Les marées qui ont un cycle de 12h24. Donc entre chaque haute et chaque marée basse, il s'écoule 12h24. Et donc toutes les 12h24, les espèces subissent la marée, le subissent d'autant plus qu'ils sont sur la zone lancement des marées, la zone intertidale. Donc ils sont à l'air libre, ils doivent se protéger même du soleil et du dessèchement de l'altitude. Et un coup, ils sont sous 5 mètres d'eau. Et là, ils doivent s'adapter aussi aux conditions de vie particulières avec cette alternance marée. Et donc, en fait, on va parvenir le cycle lunaire. La marée, c'est quelque chose qui a été étudié quand même depuis l'Antiquité, mais c'est qu'en XVIIe siècle que Newton a réussi à comprendre ce phénomène et à l'expliquer. Et donc là maintenant, on commence vraiment à bien connaître ce phénomène, à tous ces rouages, et on commence à peine maintenant en fait à comprendre que ce phénomène a une influence énorme sur les espèces du monde sous-marin, et aussi jusque dans les abysses, parce qu'une étude en 2020 a montré que sur les dorsales océaniques, donc très, très profond, à 1700 mètres de profondeur, des sortes de moules géantes subissaient l'influence des marées et avaient un cycle complet de circa tidal, circa autour, tidal donc autour d'une marée. Et donc là, juste pour information, aujourd'hui on est sur une marée avec un tout petit coefficient, donc on a un faible marnage, une faible différence d'eau entre la marée haute et la marée basse, mais il y a quelques jets dans des grandes marées, un coefficient de 111 par exemple, et là on avait beaucoup plus de marnage, de variation de hauteur d'eau. Et donc tout ça aussi, au rythme des semaines, les variations lues, et donc au rythme des semaines, les espèces évoluent parce que par exemple dans un présalé, dans le Chor, dans le haut de l'estran, notamment ce qu'on peut avoir à Mestras, les plantes, les espèces qui vivent dans ce présalé ne sont pas immergées à chaque marée. Il faut attendre les grandes marées pour qu'elles soient immergées. Donc elles ont un cycle tidal de 1 semaine. Il faut attendre toutes les 2 semaines en gros. La marée, les grandes marées reviennent et les immergent. Donc là, maintenant que vous êtes un
petit peu des quenelles du sommeil et des horloges internes, hein, du monde animal sous-marin, donc les horloges circadiennes et les horloges circadidales. On va essayer de rentrer dans le détail des comportements des espèces marines la nuit. Et on va y aller quand même progressivement, déjà par le canard. Donc le canard qu'on retrouve là, ici, c'est le canard souché. On le retrouve sur le domaine de Certes-Graveyron notamment. Et donc ce canard-là, le canard a un bec beaucoup plus aplati que le canard colvert qu'on connaît mieux peut-être. Lui, il filtre l'eau, mais il filtre l'eau, donc il s'alimente la nuit. Donc il a un comportement complètement nouveau. Donc la journée, il va se reposer, toiletter, il va dormir. Et la nuit, ben, il va gagner ce qu'on appelle ces aires d'alimentation, ces zones d'alimentation, pour aller filtrer l'eau avec son grand bec tout plat et pour récupérer toutes les espèces qu'il retrouve dans l'eau. Mais alors, tous les canards n'ont pas ce cycle-là, aller manger la nuit et dormir le jour. Par exemple, on a la bernache cravant, c'est la bernache qui vient hiverner sur le bassin d'Arcachon tous les ans. Là, cette année, on avait un petit peu moins de bernache que les années passées, mais on en avait quand même 40 000 à peu près individus au mois d'octobre, novembre. Et ben, ces espèces-là, elles vont manger les austères, notamment sur les zones de balancement des marées, donc, et elles mangent 2 jours pendant les marées basses. Et en fait, la nuit, elles passent leur temps à dormir, à attendre le lever du jour et que la marée descende pour aller manger. Et donc, ce qui est assez marrant dans les anatidés, hein, donc cette grande famille qui regroupe les canards, les oies bernaches ou même les cygnes, c'est que quand ils dorment, et quand ils dorment en flottant à la surface de l'eau, et ben leur cerveau n'est pas tout à fait endormi, parce qu'en fait, il faut qu'ils arrivent à compenser la dérive due au vent, parce que s'il y a trop de vent, ben, ils dérivent, et vous imaginez le petit matin, tous les canards colverts ou toutes les oies bernaches éparpillées tout autour du bassin d'Arcachon, parce qu'elles auraient dérivé toute la nuit avec le vent. Donc, pendant la nuit, pendant leur sommeil, elles continuent à palmer pour combattre cette dérive. Et aussi un petit peu surprenante, ces canards, comme les bécassomobèches ici, ne dorment que d'un œil. Alors là, on a un groupe de bécassomobèches qui fait sa sieste après la marée basse. Hein, la marée est remontée, ils ont dû bien manger pendant la marée basse, ils ont été chercher des petites crevettes et des petits mollusques sur les vasières du bassin d'Arcachon. Ils sont un peu en train de digérer. Et donc, on a dormir, ces oiseaux, comme les canards, mettent leur tête dans les plumes du dos, mais ils gardent un œil ouvert, l'œil vers l'extérieur. Donc, souvent, ils se regroupent, ils se resserrent les uns les autres, et les individus qui sont à l'extérieur du groupe gardent un œil ouvert pour être vigilants. Et ceux qui sont à l'intérieur du groupe, eux, ben, sont surveillés par les autres à l'extérieur, donc ils peuvent dormir finalement de leurs 2 yeux. Et donc c'est assez marrant. Donc là, typiquement, le bécassomobèche, lui, il attend le jour et la marée basse pour aller s'alimenter, et donc la nuit, finalement, il se met sur des reposoirs et attend patiemment que le jour. Mais par contre, ils ont un comportement assez particulier, c'est que quand il fait froid, quand ils sont un peu dérangés la journée, ben, il peut aller s'alimenter la nuit pendant les marées basses. Donc vraiment de la quantité de nourriture dont il a, et si les conditions climatiques ne sont pas forcément à propos, qu'il aille chercher plus de nourriture, et donc il est capable d'aller s'alimenter la nuit. Donc là, on a la sterne Kojek hein, qui niche sur le banc d'Arguin. Donc elle, c'est un fabuleux pêcheur, hein, elle fait du surplace au-dessus de l'eau, elle repère son petit poisson, souvent c'est des anchois, et elle part en piqué sur ce poisson pour aller le pêcher. Et donc, bien sûr, quand vient la nuit, il n'y a plus possibilité de voir le poisson, de le pêcher. Donc, elle retourne à sa colonie. Et donc, progressivement, la colonie se calme, hein, parce que c'est assez bruyant, une colonie de sternes. Et elles dorment toute la nuit, comme nous, les êtres humains. Et au large, le sterne Kojek est susceptible de croiser ce petit oiseau, donc c'est le tempête. Alors ça, c'est un oiseau qui est un peu particulier, parce que elle passe sa vie en mer. C'est vraiment ridicule, hein, ça fait 10 cm de long, et ça ne revient à terre uniquement pour se reproduire. En plus, ça a des pattes atrophiées, donc ça quand c'est sur terre. Et donc les chercheurs ont réussi à comprendre comment ces oiseaux qui passent leur vie en mer arrivaient à continuer à voler finalement et continuer à rester dans ces milieux un petit peu inhospitaliers des mois durant sans poser pied à terre. Et donc, en fait, ils ont réussi à mettre des capteurs sur les têtes des frégates, des oiseaux qui sont au niveau des Galapagos.
et que notamment les frégates avaient 42 minutes en moyenne par jour, donc peu, mais elles ont des phases de sommeil très profonds, très réparateurs finalement, et elles arrivaient aussi, ces frégates, à dormir comme les dauphins, on va y venir, donc de dormir que d'un côté, finalement de mettre en sommeil un hémisphère du cerveau et de garder l'autre hémisphère en activité pour continuer à voler finalement. Et donc chose un peu particulière, les océanites et leurs cousins les puffins, quand ils vont nicher, hein, il y a eu des puffins qui ont niché sur le Cap Ferret il y a quelques années, ils tournent sur leur nid, donc c'est des terriers, la nuit pour éviter les prédateurs, éviter les goélands. Et la nuit, souvent, les terriers, ils s'activent, ils font des bruits, donc des cris un peu particuliers à mi-chemin entre le miaule et des pleurs de bébés. Et il y avait certains puffins qui avaient élu domicile sous des mobil-homes dans des campings. Et donc les gens qui louaient ces mobil-homes-là, souvent tout l'été, avaient un peu bizarre, sous leur mobil-home en permanence. Et ça a quand même pas mal de petits soucis. Alors, donc je vous l'ai dit, les oiseaux marins arrivaient à dormir que d'un tiers, et c'est le cas aussi des dauphins. Donc là, on a le dauphin commun qu'on retrouve au large du bassin d'Arcachon. Et le commun, lui, il arrive à dormir que d'un hémisphère. Donc là, on voit un simple d'encéphalogramme, un électroencéphalogramme de dauphin, là, et les représentent les phases de sommeil des différents du cerveau. Donc, il dort d'un coup l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, et ainsi de suite. Et on le voit que le dauphin, de nombreux cétacés finalement, ont des phases de sommeil à la fois le jour, mais aussi la nuit. Et donc, quand même plus la nuit, mais au petit matin, avant que le soleil se lève, ils reprennent une activité de chasse parce qu'en fait, en mer, le matin et même la nuit, on a des poissons qui remontent à la surface. Et dans ces phases-là, en fin de nuit, une grosse activité de chasse des dauphins, qui sont souvent en groupe de plusieurs centaines d'individus, et ils repèrent leur proie avec leur sonar. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin finalement de lumière pour aller voir et pour capturer leur proie. Et donc là, on a un phoque, le phoque gris. Donc là, c'est typiquement le phoque qu'on avait nommé You historiquement là, sur le bassin d'Arcachon. C'est un phoque qui était venu plusieurs années en été notamment se reposer sur les plages en bas de la dune du Pilat. Donc le phoque a aussi cette particularité-là de dormir que d'un hémisphère de son cerveau, notamment quand il est dans l'eau. Alors, comme pour les dauphins, le fait que d'un hémisphère s'explique par le fait que c'est un il respire donc de l'air, et dans l'eau, pour aller respirer de l'air, il faut qu'il arrive à nager, même quand il est en phase de sommeil. Donc, le fait de dormir l'hémisphère de son cerveau lui permet de continuer à contrôler ses nageoires et d'aller respirer à la surface. Par contre, là, le phoque, quand il est sur un reposoir, comme là, sur la plage du Petit Nice, et qu'il forme ce qu'on appelle, il se met en banane, il se met en position de avec les nageoires relevées à l'arrière et la tête aussi relevée. Là, lui, il est capable de dormir de jour comme de nuit, avec dormir à point fermé avec les deux hémisphères en état de sommeil. Et ce qui est assez surprenant, c'est que on a découvert assez récemment finalement que le phoque arrivait à nuit, donc il était actif la nuit, et il repère ses poissons grâce à ses moustaches et ses sourcils qu'on appelle ces petits poils lui permettent de ressentir les vibrations de l'eau, les turbulences que pourrait faire un poisson quand il s'échappe, et de à attraper ses proies grâce à ses organes. Maintenant, je vais commencer un peu à vous perdre. Donc là, on est typiquement ce qu'on appelle de la faune fixée. On est sur un récif d'Hermel, donc ces taches de sable là, c'est un ver tubicole qui sa maison entre guillemets avec des grains de sable collés progressivement, et ça forme des récifs. Et à côté, on a une moulière. Et donc là, on est sur la zone intertidale, la zone de balancement des marées. Et c'est là, donc les hermelles et les moules, comme de nuit, elles, ce qu'elles veulent, c'est la marée haute pour pouvoir vivre, pour pouvoir filtrer l'eau, pour pouvoir s'alimenter. Et donc, le rythme jour-nuit n'a pratiquement pas d'influence sur leur rythme de vie parce que c'est la marée qui rythme tout.
Et donc, c'est une particularité du milieu marin d'avoir des espèces comme ça, des espèces animales qui sont fixées, qui ne peuvent pas se déplacer, et donc qui subissent finalement un lance marée haute, marée basse, et qui font avec depuis la nuit des temps finalement. À Bordeaux, on a des scientifiques assez connus, assez renommés, qui travaillent sur la métrie, qui étudie l'ouverture des mollusques, notamment donc des huîtres ou des moules, et même réussi à voir que de leur valve, donc pour filtrer l'eau, était différente de jour et de nuit. Donc visiblement, les moules regardées quand même ne sont pas que influencées par la marée, aussi influencées par du jour et de la nuit, et on aurait une activité un peu moindre la nuit. On commence à aller un peu plus en profondeur, donc là vous l'avez reconnu, un homard, le homard qui reste dans son trou toute la journée, s'abriter pour se protéger de son ennemi juré, le poulpe, qui pourrait le manger. Et donc c'est qu'à la nuit tombée qu'il commence à sortir de son trou et qui va, avec sa pince coupante et sa pince broyeuse, il a deux pinces différentes, il va commencer à aller chercher et aussi donc des bivalves et pour les manger tout autour de sa cachette. Chose particulière que peut-être peu de gens savent, c'est que le homard, comme tous les crustacés, comme un serpent pourrait muer, quand il commence à grandir, il commence à être à l'étroit dans sa carapace, et donc il devient mou, il sort de sa carapace pour après regrossir de nouveau. Et donc c'est aussi de mue, quand il devient mou, qu'il est très vulnérable, notamment par son voisin qui utilise les mêmes trous que lui, le congre. Donc là, on passe dans le monde des poissons, vous l'avez reconnu, c'est la sole. Donc la sole, elle a une petite particularité, c'est quand elle est jeune, elle est comme un poisson normal, avec les yeux de chaque côté de la bouche, en verticale. Et quand elle commence à devenir un peu plus qu'elle va se poser sur le fond, sur un côté. Et donc là, il y a un de ses yeux, l'œil qui est basé dessous, va migrer et va revenir à la surface, à l'extérieur. Et donc c'est pour ça qu'elle a les yeux un petit peu bizarres. Et la sole, elle est ultra sensible. Elle ressent ses proies à proximité. Elle chasse de nuit. Elle est active la nuit et elle n'a pas besoin de ses yeux pour chasser, se nourrir. Elle va littéralement gober ses proies la nuit en ressentant avec ses récepteurs au niveau notamment ces petits poils qu'elle a sous elle, toutes les vibrations dans l'eau. Un poisson un peu particulier, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ça c'est la droie ou la lotte. Et ça c'est pareil, c'est comme la sole, c'est un poisson qui vit la nuit, qui mange la nuit. Une particularité, c'est que sa première arête est mobile, et donc elle arrive à la bouger, et c'est ce qu'on appelle le filament pêcheur. Donc le fait de ce filament pêcheur attire ses proies qui viennent être leurrées par ce filament pêcheur. Et c'est à ce moment-là, quand ses proies sont à proximité de sa bouche, elle les avale littéralement. Un autre poisson qu'on connaît peut-être un peu mieux sur notre littoral, le congre, donc on le retrouve parfois en groupe assez important sous les blocos qui sont immergés en bas de la dune du Pilat, dans les enrochements, au niveau du port d'Arcachon. Et ce poisson, pareil, il a une vie, la journée, il reste dans son trou, il gobe l'eau pour aspirer l'eau, pour s'oxygéner, il reste plus ou moins. Et la nuit, il s'active, il va sortir de son trou pour aller manger tout ce qu'il peut trouver aux alentours. Et donc à noter, sur son corps, on a une ligne blanche avec des points blancs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ligne latérale. Tous les poissons ont ça, pratiquement, et c'est un élément important, on va y revenir tout à l'heure. Alors je balaye rapidement, on aura l'occasion d'en discuter. On retrouve un poisson qu'on connaît bien, alors le bar, lui, jour, nuit, peu importe, chaque individu vit sa vie comme il le souhaite. Ils ont des phases d'activité, mais souvent l'activité du bar est sur les marées, et notamment sur les marées de grands coefficients de marée. C'est à ce moment-là où il s'active le plus, c'est pendant les marées de petits coefficients, les petites marées. Il reste plutôt statique, tranquille. Mais ce qui se passe la nuit avec ce poisson, même s'il dort à moitié ou même s'il chasse la nuit, il remonte progressivement vers la surface et il se rapproche souvent du rivage.
c'est pour ça souvent que les pêcheurs qui font ce qu'on appelle du surf, passent souvent la nuit auprès de leur canne à pêche. Bah, ces barres sur bord et donc sont plus susceptibles de mordre à l'appât, de mordre aux hameçons. Donc là, on retrouve dans le congre cette fameuse ligne latérale sur du flanc du poisson qui notamment au bar, quand ils se regroupent en banc, ou alors les atérines ici, c'est des petits poissons qu'on retrouve notamment dans les réservoirs à poissons du bassin d'Arcachon, dans le secteur de Piraillan, la zone d'Arès ou même à la réserve ornithologique du Tech. C'est des poissons qui sont comparables aux anchois ou aux sardines. Bah, ces poissons, quand ils vivent en banc, la nuit, il serait un petit peu dommage qu'ils se dispersent et que le banc de poissons explose et que tous les poissons se retrouvent n'importe où dans la mer ou dans le bassin d'Arcachon. Donc la nuit, c'est grâce à cette fameuse ligne latérale qu'ils ressentent en fait les mouvements de l'eau et qu'ils arrivent à rester en banc. Donc en fait, cette ligne latérale, c'est une série d'écailles qui est percée. Donc l'eau circule dedans, il y a des cellules dans ce canal, dans chaque écaille, qui sont sensibles aux vibrations de l'eau. Et c'est grâce à ces vibrations de l'eau, au mouvement de leurs congénères, de ces bancs de poissons, qu'ils arrivent à rester groupés toute la nuit jusqu'au petit jour. Alors là, l'hippocampe, c'est un autre poisson, hein, ça fait partie de la famille des poissons. Lui, il a les yeux comme nous devant le museau. Et donc, il chasse à vue. Donc, il mange les crustacés qui sont dans les amées zostères. Donc, à la nuit venue, finalement, il fait comme nous. Il s'endort. Il s'accroche avec sa queue autour d'une de zostères et puis il passe la nuit tranquillement en essayant de passer par les courants, notamment dans le bassin d'Arcachon qui est assez violent. Et après, au petit matin, il reprend ses activités d'alimentation et de prospection. Alors là, on rentre dans le monde des céphalopodes. Donc ça, c'est une grande famille. Donc là, on repasse sèche et qui commence actuellement à pondre sur le bassin d'Arcachon. Hein. La sèche a une durée de vie d'à peu près 2 ans. Elle passe 2 ans de sa vie souvent en haute mer et elle revient pour se reproduire, pour pondre ses œufs dans les hermits zostères avant finalement de mourir. Et après, donc, la génération suivante reprend progressivement. Et donc, les sèches, le poulpe, eux, c'est assez particulier. Ils ont une très bonne vision nocturne, mais ils sont daltoniens. Alors, des études sont en cours pour savoir la forme de leur pupille. Ils arrivent à modifier la forme de leur pupille. Ça fait soit un W. Si cette variation améliorer leur vision nocturne, ou en tout cas leur perception des couleurs, même s'ils n'ont pas ils sont daltoniens. Et donc, ces espèces-là sont vraiment très grands prédateurs, des chasseurs, et s'activent énormément la nuit, mais peuvent aussi s'activer le jour. Et effectivement, en plus, avec le phénomène des marées, on les retrouve souvent un peu plus haut. Ils vont aller chercher leur nourriture des fois sur la zone d'estran, la zone de balancement des marées, quand la marée est haute, la nuit. Et donc ces espèces-là de céphalopodes, et comme le homard, ils ont pas une bouche, mais un bec de perroquet. Ça leur permet de casser tout ce qu'ils pourraient trouver à portée de tentacules. Des crustacés, comme pour le poulpe, des homards, des crabes, ou même des mollusques comme les moules. Alors là, le calmar, lui, c'est un peu particulier. C'est une espèce qu'on dit pélagique. C'est qu'elle vit dans le dos, elle vit vraiment pas forcément proche du fond, comme pourrait le faire les hippocampes ou le congre. Elle navigue des fois en pleine, des fois proche de la côte. Mais ce qu'on a noté, c'est que les calmars, eux, se rapprochaient de la surface la nuit, peu importe l'horaire de marée. Et en fait, ils vont chasser la nuit et ils vont leur proie, donc des petites crevettes, des petits crustacés, du zooplancton aussi, la nuit, parce que ce zooplancton, on va le voir, remonte la nuit. Et donc c'est un phénomène, ce qu'on appelle des migrations verticales ou des migrations nycténaires. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans le monde animal sous-marin. C'est quelque chose qui est un petit peu déconnecté de notre vie. Nous, on voit le monde en 2 dimensions. On est sur le plancher des vaches. On va à gauche, à droite, en avant, en arrière. Les poissons font de même, sauf qu'en plus, ils ont toute la colonne d'eau pour progresser, pour évoluer. Et donc, ils font des migrations comme ça,
nictémérales, des migrations verticales, et souvent ces migrations sont liées à l'alternance jour-nuit. Et on va venir progressivement sur les requins. Donc là, on est roussette. La roussette, là, proche de nos côtes. Hein. Ça, pareil, c'est un chasseur nocturne. Elle a des yeux très noirs, c'est assez particulier, on la reconnaît. C'est un des seuls requins qui arrive à se poser sur le sable, à rester immobile. Hein. Souvent, tous les requins ont besoin de continuer à nager, on le verra juste après. Et donc, elle, la roussette, elle se poste et elle a des cellules, des récepteurs électromagnétiques au niveau du museau, au niveau de la gueule. Elle va repérer ses proies comme ça qui sont dans le sable ou dans les rochers. Elle arrive à repérer même de nuit, même dans la nuit noire, et aller dévorer. Et donc je vous disais que la roussette, elle avait la capacité à rester immobile sur le fond. Et c'est une capacité que n'a pas le requin peau bleue, qu'on retrouve au large du bassin d'Arcachon. Souvent, on a des articles dans la presse quand des ingénieurs croisent un requin peau bleue dans les zones de baignement à la Salie, où ça a été le cas l'an dernier. Un peu peur, donc c'est un requin qui est complètement inoffensif, hein, qui peut faire jusqu'à 1,50 m de long, qui est assez fin, hein, qui est pas très gros. Et lui, le requin, il peut pas s'arrêter de nager, parce qu'en fait, c'est en nageant que l'eau circule dans ses branchies et oxygène. Donc s'il s'arrête de nager, il n'a plus l'eau qui circule, et donc plus nation, donc il ne peut plus finalement respirer. Donc c'est un chasseur, lui, diurne, hein, il chasse la journée, et la nuit, finalement, il continue à nager tranquillement, à petite vitesse, et c'est dans ces moments-là qu'il arrive à dormir, finalement. Et dernier requin de la série, alors là, il est assez connu, notamment de nos amis bretons, qui le connaissent un peu mieux que nous sur le bassin d'Arcachon, c'est le pèlerin. Donc c'est le deuxième plus gros poisson du monde, après le requin-baleine. On le retrouve au large du bassin d'Arcachon. Il fait jusqu'à 2 long. Et lui, comme le requin-baleine, il filtre l'eau, il monte. Et en fait, les ont mis des capteurs, des balises sur ce requin-baleine pour étudier leur déplacement, leur migration. Et ils se sentent que le requin-baleine, donc il faut voir les graphiques en rouge, remonte en surface vers 20 mètres de profondeur la nuit. Et après, la journée redescend à 100 mètres de profondeur, plus ou moins. Et il y avait un cycle comme jour-nuit assez bien cadencé. Simplement, c'est comme finalement le calmar qui remonte la nuit à la surface. Ces espèces suivent le zooplancton, qui est une source de nourriture, qui est un des premiers maillons de la chaîne alimentaire dans le monde animal. Et donc ce zooplancton, lui, il revient pas pour la nuit, parce qu'il se fait manger par tous ces prédateurs qui pourraient le voir la journée. Donc il remonte à la surface pour aller manger le phytoplancton, toutes ces algues qui sont à la surface et qui captent la lumière du soleil. Donc on a comme ça le plancton monte à la surface toutes les nuits, suivi par les calamars, les requins pèlerins, pardon, et par toutes les ribambelles d'espèces. Et ce plancton, finalement, c'est ce chef d'orchestre de tout le monde animal du Et donc, je vous parlais du plancton, de ce chef d'orchestre qui rythme aussi les déplacements verticaux de pas mal d'espèces animales dans le milieu sous-marin. Et donc, on l'a vu, chaque espèce, comme à terre, finalement, a son rythme, soit diurne, soit nocturne. Mais en plus de ça, il y a le rythme des marées qui a une influence considérable sur leur comportement, leur activité. Et en balayant toutes ces espèces-là, on voit bien la diversité des comportements et finalement aussi les lacunes de connaissances qu'on a et qui mériteraient d'aller un petit peu plus en profondeur, d'essayer de mieux comprendre ces phénomènes pour essayer, notamment en ce qui nous concerne au niveau du parc marin, d'essayer de mieux gérer ces milieux-là qui restent encore un peu méconnus. Donc un grand merci pour votre attention
Et merci aussi à Patrick Rago pour ces photos qu'il a pu me prêter pour cette conférence et à Franck Jouandoudé pour cette belle photo de Becca Somobèche que je vous ai présentée au début de chapitre sur les comportements des espèces. Merci beaucoup, Benoît. Vous m'entendez? Ouais, j'espère que ça a été avec le son. Ouais, ça va. On a quelques petits problèmes, ça grésille par moment. Donc, du coup, on a coupé votre caméra. On me voit Ouais, juste moi, mais par contre, on vous entend. Donc, bon bah si ça super. vous dit, on va peut-être maintenant passer aux questions. Donc, je vous rappelle que, donc, à tous ceux qui nous suivent, si vous nous entendez bien, vous pouvez toujours poser vos questions sur le chat Facebook et je les poserai directement à Benoît. Alors, tout d'abord, on a Sylvain qui nous demande, on parlait de la roussette, il nous demande si elle n'était pas protégée, la roussette. Parce qu'effectivement, on la retrouve, il nous explique qu'on la retrouve dans nos cantines. Ouais, non, la roussette finalement n'est pas protégée. Alors des fois, alors on a une appellation, il me semble que c'est le chien de mer, et elle est pêchée par nos pêcheurs professionnels, hein, au filet notamment, et donc elle est comestible, elle est mangeable, et ce n'est pas un requin protégé, non. Je pourrais pas vous donner un estimatif du stock de roussettes dans l'océan Atlantique ou dans le golfe de Gascogne, mais c'est pas une espèce, en tout cas pour ce que je sais, en voie de disparition. Ok, elle n'est pas en Et, danger, d'accord. justement, en parlant de la roussette, pour rebondir, quand vous vous baladez sur les plages, souvent on retrouve des œufs de roussette. Je vous invite à aller à voir sur Internet à quoi ressemble un œuf de roussette, hein, qui se différencie des œufs de raies, hein, parce que les raies et les requins sont de la même famille, mais on les distingue au niveau de leurs œufs, de leurs capsules. Et donc on en retrouve pas mal sur les plages du bassin d'Arcachon. Donc il y a des roussettes qui viennent pondre dans le bassin d'Arcachon. D'accord. D'accord, ok. On avait Sophie également qui nous demandait si l'hippocampe du bassin, est-ce qu'on le trouve ailleurs sur nos côtes d'Aquitaine? Alors, ouais, l'hippocampe, donc nous, on a la particularité, pardon, dans le bassin d'Arcachon d'avoir deux espèces d'hippocampes. Donc, pour faire court, on a l'hippocampe moucheté et l'hippocampe à museau court. Donc là, moi, je vous ai présenté une photo de l'hippocampe moucheté. Et donc, on est le seul site à avoir ces deux espèces-là dans un même milieu. Finalement, souvent, on n'a qu'une espèce et pas l'autre. Et ces individus n'arrivent pas à combattre les courants marins. Donc, ils ont besoin d'herbiers, souvent, ou de supports pour s'accrocher avec leur petite queue. Et donc, sur la côte aquitaine, je pourrais dire que non, on n'en retrouve pas forcément. Alors peut-être dans le lac d'Osgore, il y a des herbiers de zoster dans le lac d'Osgore, et peut-être qu'il y aurait des hippocampes. Mais sinon, c'est vraiment essentiellement sur le bassin d'Arcachon qu'on les retrouve, en tout cas où la population reste et arrive à combattre les courants en s'accrochant. Par contre, moi je sais que des fois, même à l'océan, on peut se retrouver face à face avec un hippocampe qui se fait balader par les courants, mais qui est en recherche finalement d'une nouvelle maison pour se réagripper et rester plus un peu sédentaire. D'accord, ok. Je me demandais, moi, si notre activité à nous, en tant qu'humains, pouvait perturber le cycle de sommeil ou de chasse des animaux marins. On a parlé il y a quelques jours, donc le samedi, on avait une conférence sur la pollution lumineuse. Je me demandais si la pollution lumineuse ou la pollution sonore que nous, on engendre, pouvait dérégler peut-être les cycles de ces animaux. Ben oui, complètement, et c'est des gros sujets d'études. On a su, pour un exemple un peu lointain, mais notamment à l'île de la Réunion, on avait des plages qui ne sont plus utilisées par les tortues marines pour pondre, justement parce qu'il y a cette pollution lumineuse qui les perturbe. La pollution lumineuse aussi perturbe ce que j'ai appelé la synchronisation au cycle circadien avec nos horloges internes. Donc ça peut perturber vraiment le monde vivant et le monde sous-marin, et au même titre que la pollution sonore. Et comme on l'a vu, toutes les espèces ont un cycle de vie différent. Elles s'activent le jour, la nuit, en fonction de la marée. Ça dépend vraiment beaucoup de leur mode de fonctionnement, leur mode de vie. Et donc, finalement, nous, êtres humains, comme on s'active la journée, on fait du bruit la journée avec nos moteurs de bateau, avec toutes nos activités. Et puis la nuit, finalement, on a notre éclairage public. Eh ben oui, on perturbe une fois cette espèce, une fois une autre, et finalement, on perturbe toute la biodiversité. Après, bon, cette biodiversité s'est un petit peu adaptée finalement maintenant l'homme, mais on retrouve quand même des séquelles
dans les espèces, des changements de comportement, et c'est des gros sujets d'études, et c'est des sujets qui nous impliquent et nous intéressent fortement au parc naturel marin du bassin d'Arcachon, pour essayer de trouver des bonnes solutions et à adapter nos comportements, essayer de commencer à changer nos comportements peut-être pour perturber un peu moins ce milieu qui est une source finalement alimentaire aussi pour nous, hein. On pêche des poissons qui sont dans la mer, donc il faut aussi pouvoir préserver leur cycle pour que ces espèces perdurent et qu'elles puissent encore nous alimenter et nous émerveiller aussi. D'accord. Donc oui, pour en revenir à ce que vous disiez, effectivement, votre rôle, c'est aussi de fournir des avis, de nous conseiller ce conseil de gestion. Concrètement, sur quel genre de cas vous pouvez être amené à vous prononcer? Sur plein de cas différents, on est donc déjà nous au parc naturel marin, on applique notre plan de gestion finalement, le plan de gestion qui a été validé par ce conseil de gestion. Donc dedans il y a des objectifs de conservation, de restauration ou d'accompagnement des filières économiques et même de connaissances. Et donc là on a une grosse thématique que je pilote avec mon unité, c'est la restauration des herbiers zostères. Donc cet habitat qui est très propice à la prolifération des hippocampes. Et ces herbiers zostères, ils sont en régression depuis quelques années. Et donc, on a un objectif de restauration et on fait valider par notre conseil de gestion des actions de restauration. On expérimente, on innove sur le bassin d'Arcachon pour essayer de retrouver un herbier comme on avait au début des années 2000, avant le début de cette grande régression. Et après, on donne aussi des avis. Le conseil de gestion donne des avis sur pas mal de sujets, sur des travaux de réensablement, des travaux de dragage dans les ports, et aussi sur comment dire, la délivrance des concessions ostréicoles, hein, de nos amis ostréiculteurs, hein, quand ils mettent un parc sur un estran, sur une zone de balancement des marées, sur une vasière, et il faut une autorisation. Et donc, ces autorisations passent souvent par un avis du parc marin. D'accord, très bien. Tout à l'heure, vous nous parliez d'une espèce de poisson, je me souviens plus le nom. Vous disiez que grâce aux vibrations de l'eau, ces poissons arrivent à rester groupés. Est-ce que le fait qu'on ait des bateaux, et de plus en plus de bateaux, ça peut venir perturber ces poissons-là? Les poissons ressentent d'une part le son, le bruit, hein, avec pour certains, ils ont ce qu'on appelle une vessie natatoire, c'est une sorte de poche d'air dans leur organisme. Donc tous ne l'ont pas, hein. Et cette poche d'air, ils la gonflent plus ou moins pour plus ou moins flotter ou plus ou moins couler. Et grâce à cette poche d'air dans leur organisme, ils ressentent les vibrations déjà du son, donc de la pollution sonore, hein, pour faire court. Mais ils ressentent aussi toutes les vibrations, tous les changements de courant, les changements de marée. Et donc là, ils peuvent être, ils sont quand même ils commencent à être assez habitués à nos allées et venues en bateau, etc. Donc ils commencent à faire la part des choses entre les vibrations issues des bateaux et les vibrations issues de leurs congénères dans un banc de poissons. Donc pour l'instant, j'ai pas noté, moi j'ai d'articles scientifiques qui ont prouvé le fait de poissons qui étaient regroupés en bancs et qui étaient désorientés et qui perdaient leur banc. Mais ça peut être le cas. Il faudrait que je creuse un petit peu plus la question. Vous me posez une colle, là. Tant mieux, c'est mon boulot. Très bien. Bon, peut-être une plus facile, enfin je sais pas, peut-être quoique. On a Pascal qui nous demande une question assez poétique. Est-ce que les animaux marins rêvent? Alors, c'est un peu particulier. Je suis pas rentré dans le détail du sommeil paradoxal, etc. Euh, Après, souvent les poissons, quand ils s'inactivent, quand ils dorment, c'est aussi une phase où ils sont vulnérables. Donc souvent ils vont se cacher. On a vu le bar qui était dans une rade, dans un blocos. Des fois, il se pose là tranquille. Et donc, s'il commence à avoir un sommeil paradoxal, à rêver, il commence à s'activer dans tous les sens de manière un petit peu désordonnée, il pourrait attirer des prédateurs. Donc, je ne crois pas, mais c'est quelque chose aussi qu'il faudrait que je recherche. Je ne crois pas que les poissons rêvent. D'accord. Ok. Alors, je lis en même temps une question. Je ne sais pas si c'est une question ou simplement une remarque. A priori, une étude récente sur le sommeil des poulpes évoque des périodes de sommeil actif semblables à notre sommeil paradoxal. Ok, effectivement. Donc, il semblerait donc effectivement que c'est possible. Ah. D'accord. Donc là, ça concernerait les poulpes. Mais peut-être pas toutes les espèces sous-marines, effectivement.
Ok. Après, c'est Et vrai je me que demandais, moi, ouais, allez-y, dites-moi. le monde, enfin le monde animal sous-marin est très compliqué à étudier. Donc, déjà parce qu'on est sous l'eau et que souvent maintenant on utilise des instruments électroniques et l'électronique sous l'eau, c'est pas, enfin, ça fait pas toujours bon ménage. Et on est souvent sur les espèces un petit peu petites et on a, avec les innovations, avec l'amélioration des technologies, on a des instruments de plus en plus petits, donc on découvre de nouvelles choses et des conclusions d'études passées sont complètement remis en question avec les études nouvelles. Et la science, c'est un peu ça, hein. Souvent, on voit la science comme une ligne droite qui amènerait de l'ignorance à la connaissance. Et en fait, la science, c'est pas du tout ça. La science, c'est un dédale de voies sans issue, où les chercheurs partent dans une voie et finalement se rendent compte qu'ils se sont trompés de théories, d'hypothèses. Ils revont en arrière, ils refont d'autres études scientifiques et ils émettent d'autres hypothèses et ainsi de suite. Et finalement, comme je vous le disais en début de conférence, on était persuadé depuis pas mal de temps que les méduses ne dormaient pas. Et puis finalement, c'est une étude en 2017 qui l'a prouvé. Si, les méduses dorment. Donc voilà, le monde scientifique se remet en permanence en question. Et donc, c'est vrai que le travail sur le sommeil paradoxal du poulpe en est la preuve. Je pense qu'il y a quelques années, on ne le savait pas. Et maintenant, on commence à percevoir tous les rouages de ces mécanismes-là du sommeil chez les espèces. Oui, c'est tout le principe de la science. Une avancée en chasse une autre, et c'est tant mieux. C'est ça. Moi, je me posais la question est-ce qu'on peut vraiment parler de sommeil, par exemple, si on prend le cas du dauphin dont vous parliez, puisqu'il repose à chaque fois un hémisphère du cerveau, un seul hémisphère du cerveau. Est-ce qu'on parle vraiment de sommeil, étant donné qu'il y a une autre partie qui est un peu active? Alors c'est vrai que quand je vous ai dressé un petit peu le tableau de ce qu'on pouvait appeler le sommeil avec les critères scientifiques, je vous ai parlé d'une immobilité quasi totale. Et c'est vrai que le dauphin, non, pour le coup, lui, il reste actif. Mais malgré tout, il baisse son attention, notamment d'un hémisphère, et donc il rentre en sommeil, mais on va dire pour pas rentrer dans les détails, d'une manière très physiologique, très biochimique. Donc, en état de sommeil, notre cerveau évacue pas mal de toxines qu'il a accumulées pendant ses phases de veille. Et donc, quand il l'éteint à côté de son cerveau, c'est pour permettre l'évacuation de toutes ces toxines. Et donc, comme pour la drosophile, qui finalement qui avait les altérations là, de son gène qui régulait le sommeil, pour vivre plus longtemps, pour continuer à vivre et ne pas accumuler ces toxines et tous ces parasites dans le cerveau. Donc oui, je pense que D'accord. même si on n'a pas une immobilité quasi totale du dauphin, on peut quand même parler de sommeil. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de sommeil hémisphérique, parce que il éteint une partie de son cerveau, d'un hémisphère de son cerveau. D'accord. On a une autre question de Sylvain qui nous demande, sait-on si, comme certains poissons ongulés, les poissons ont changé leurs activités en devenant plus nocturnes du fait de l'activité humaine? Bah, euh, c'est difficile à dire. Oui, il y a des poissons qui finalement se rapprochent des côtes, notamment dans les zones portuaires, pour aller se mettre sous des lampadaires. Souvent, les pêcheurs de calmars se mettent sur un quai avec un gros réverbère au-dessus d'eux pour attirer les calmars sur cette zone-là. Donc, ça a une influence sur tout l'écosystème, sur des proies jusqu'aux prédateurs. Donc, il n'est pas impossible que des comportements complètement radicaux et puis émerger au fil des temps, au fil de l'activité humaine, de notre appropriation finalement de la nature. D'accord. Mais après, On a une bonne on a question. Allez-y. on a un phénomène sur ce quoi l'homme pourra jamais agir, c'est la marée. Et la marée, finalement, elle règle quand même pas mal le cycle des espèces en mer. Et donc là, marée haute, marée basse, qu'il y ait pollution sonore ou lumineuse, la marée reste la même, elle est indifférente à nos mouvements, à notre activité. Et c'est un peu une réponse de politique, hein, c'est oui et non. Finalement, oui, l'homme a une influence sur le comportement et modifie leur comportement, mais la marée a aussi une influence et donc rythme aussi ce comportement des espèces. D'accord, ok.
On a donc une autre question de Sarah, une très bonne question de Sarah qui nous demande saviez-vous comment le sommeil a été étudié chez les spongiaires, étant donné qu'ils n'ont pas de système nerveux complexe? Ah bah oui, bah c'est pour ça. C'est pas du tout étudié pour l'instant. La question reste en suspens. Il faut essayer de trouver si, au niveau cellulaire, finalement, dans les cellules des éponges, si en séquençant l'ADN des cellules des éponges, on retrouve les gènes qui régulent le sommeil, comme les gènes régulent le sommeil chez la drosophile ou chez l'homme. Donc, c'est avec les avancées technologiques et le fait qu'on séquence encore de plus en plus les ADN du monde vivant, on va peut-être finir par avoir la réponse, à trouver la réponse à notre question. Parce que peut-être que finalement, ces éponges rentrent entre guillemets dans un état de sommeil, hein, parce que bon, bah, finalement, une éponge, est-ce que est-ce que ça réagit au milieu marin, au milieu environnant? Est-ce que déjà c'est immobile, c'est fixé? Ça s'alimente en permanence, mais est-ce que parfois les éponges rentrent en état de sommeil au niveau cellulaire? C'est la question. Ouais, effectivement, on Bien n'a pas que, répondu à bien tout qu'elle, encore. ouais, bien qu'elle elle n'ait pas de système nerveux, bien sûr. D'accord, ok. Moi, je me posais une autre question concernant le requin bleu dont vous avez parlé, qu'on peut trouver dans le bassin, sur nos côtes. Donc, vous expliquez qu'il nage même quand il dort, même quand il est en état de sommeil. Comment il fait? Est-ce que lui aussi, il s'agit d'un repos d'un hémisphère ou d'un autre, ou comment ça se passe? Alors là, j'ai pas du tout la réponse, malheureusement. Je sais pas s'il y a eu des Je vous études pose une deuxième scientifiques colle là-dessus. alors. Ouais, ouais, ouais. Bah, parce qu'en fait, finalement, pour étudier ces espèces, hein, il faut quand même leur mettre des capteurs au niveau du crâne, au niveau du cerveau, comme ça a été fait, je vous l'avais dit, sur les frégates, hein, des oiseaux marins, où avec des encéphalogrammes un peu miniatures, on a réussi à capter les ondes de leur cerveau et voir qu'ils étaient en sommeil. Là, il faudrait faire la même chose avec les requins, donc il faut attraper les requins, leur mettre les électrodes, les laisser partir, et après récupérer les mêmes requins pour récupérer l'enregistrement des électrodes. Et donc, c'est des prouesses technologiques qu'on n'a, je pense, pas encore atteint. D'accord. Ok, d'accord. On a une deuxième question de Sarah qui nous demande, donc nous, souvent au réveil, nous avons un pic de cortisol. Est-ce qu'il en est de même pour les organismes marins? Alors là, dans le monde marin, je suis pas rentré non plus dans les détails de toutes ces hormones qui régulent, hein, parce que on a la testostérone, le cortisol, on a plein de choses qui régulent notre état de veille et de sommeil. Et visiblement, on a quand même des ancêtres communs avec les poissons, avec même les méduses. On a des fois les mêmes gènes qui codent les mêmes protéines, les mêmes hormones. Et donc, cette étude de chercheurs américains en 2017 qui ont prouvé que les méduses dormaient ont testé des hormones humaines sur les méduses pour voir s'il y avait une réaction. Et effectivement, elles réagissent aux mêmes hormones. Donc, oui, c'est possible. Ouais. D'accord. Ok. Bon, voilà, à voir alors. Moi, je me posais une autre question, toujours concernant votre rôle au sein du conseil de gestion. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des cas un petit peu compliqués? Vous avez eu du mal à tomber d'accord avec les élus, par exemple, avec les plaisanciers? Est-ce qu'il y avait vraiment, il peut y avoir des gros conflits, que ce soit d'un côté avec les associations de protection de la nature et de l'autre avec les plaisanciers, par exemple? Alors, bah oui, on n'est pas toujours tous d'accord, hein. Chacun a sa vision des choses, chacun a son, a ses activités. Les pêcheurs, les ostréiculteurs ont leurs activités qui des fois ne plaisent pas aux personnes qui enfin, qui représentent les associations de protection de l'environnement. Euh, ou inversement. Donc on a des oppositions, des divergences, mais le but du conseil de gestion, c'est de trouver des compromis, des points d'équilibre et d'aller toujours vers l'excellence environnementale, d'essayer en fait, le parc naturel marin, il n'a pas été créé pour juste respecter la réglementation en vigueur, mais il a été fait pour aussi aller un peu plus loin, pour amener tous les usagers du bassin
à minimiser leur impact sur l'environnement, à les réduire, à prendre conscience de la fragilité de notre milieu. Et donc, avec l'équipe technique, on y œuvre tous les jours de faire passer les messages, de sensibiliser et d'apporter une expertise complètement neutre sur les phénomènes qui sont à l'œuvre sous l'eau ou même sur l'eau. Et donc, ça donne lieu à énormément de discussions, à des groupes de travail, à des débats, parfois houleux, mais on arrive souvent et pour la plupart du temps même, j'ai pas d'exemple à vous donner, on arrive souvent à des consensus. Et donc c'est assez révélateur de l'état d'esprit dans lequel on est sur le bassin d'Arcachon. On connaît la fragilité du milieu, on sait que le bassin c'est un peu notre joyau, notre poule aux œufs d'or, il faut qu'on la préserve. Et donc on y œuvre et on y arrive avec tous, sans exception. Bon, bah, c'est tant mieux. Si vous arrivez à trouver un consensus à chaque fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Très bien. Après, c'est toujours un équilibre. Donc, finalement, il y en a qui auraient voulu plus, d'autres moins. Mais bon, on est sur ce point d'équilibre-là qui est pas mal du tout, parce que sans le parc marin, souvent, on n'aurait même pas effleuré ces sujets-là. Donc, il y a vraiment une plus-value du parc marin, je pense, localement sur le territoire. D'accord, ok. On a une autre question d'Ophélie qui nous demande pour les poissons vivant en banc, est-ce que le cycle de sommeil est du même type que celui des bécassos, à savoir donc ceux à l'extérieur du groupe qui ont un sommeil plus léger pour pouvoir surveiller ceux qui sont à l'intérieur du groupe et que ceux-ci puissent se reposer. Est-ce que c'est la même chose du coup pour les poissons qui vivent en banc? Alors là, je serais incapable de vous dire. Alors déjà, pour étudier le phénomène de sommeil chez les bécassos, il a fallu à des ornithologues des lunettes nocturnes pour suivre le même individu pendant des heures durant, pour voir à quelle fréquence il ouvrait ses yeux, etc. Donc on était surtout sur les individus immobiles. Alors là, pour suivre un banc, la nuit ou le jour, et pour suivre le même individu d'un banc, pour savoir si finalement il rentre à l'intérieur du banc ou il va à l'extérieur, là, je pense on n'a pas encore élucidé la question. Mais c'est une question, ouais, très intéressante. Ouais. Après, Effectivement, je oui. vous ai dit, cette ligne latérale qu'ont les poissons qui leur permettent de sentir les vibrations, ça leur permet de sentir les vibrations de leurs congénères pour rester groupés en banc, mais ça leur permet aussi de sentir les vibrations d'autres prédateurs. Et donc, même dans la nuit noire, ils peuvent sentir l'approche d'un prédateur, ils peuvent l'anticiper. Mais bon, après, voilà, la question reste ouverte, hein, bien sûr. D'accord. Alors pour synthétiser un peu tout ça, moi je me demandais s'il y a donc sur le bassin d'Arcachon, près de chez nous, est-ce qu'il y a des espèces qui sont en danger du fait de la pollution lumineuse ou la pollution sonore que nous on engendre? Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont beaucoup plus en danger que les autres, qu'on voit qui voilà qui souffrent de ça ou pas? Ah, c'est une bonne question encore. J'essaie de réfléchir à. Est-ce qu'il y en a une qui se démarque du lot, une ou plusieurs espèces qui vraiment sortent du lot et sont vraiment en danger? Non, finalement, euh, non, je pourrais pas répondre. Après, peut-être qu'on a les chauves-souris, parce que dans le parc marin, on a aussi les zones un peu terrestres, les zones de réservoirs à poissons. On a noté la présence de chauves-souris aussi sur l'île aux oiseaux, hein, avec des capteurs qu'on a pu mettre en place avec le gestionnaire de l'île, avec la mairie de la Teste. Euh, donc les chauves-souris sont perturbées par ces pollutions lumineuses, mais sous l'eau, localement dans le bassin d'Arcachon, je pourrais pas dire. On sait on note moins d'hippocampes qu'avant. La population est un peu dans le creux de la vague. Là, on espère que ça va remonter. Est-ce que cette baisse de population d'hippocampes est due à une pollution sonore ou lumineuse, ou est-ce que c'est dû à la régression des herbiers de zoster? Est-ce que c'est dû à un phénomène de pollution des eaux? Ça, on ne le sait pas, on ne le sait pas encore. Mais c'est assez, ouais, c'est assez difficile. Pour moi, il n'y a pas d'espèce vraiment en danger. On a des fois des fortes mortalités, hein, notamment sur l'huître actuellement. Récemment, on a eu des mortalités du naissin, des bébés huîtres. Des fois, c'est cyclique, ça revient d'une année sur l'autre. Des fois, c'est plus espacé. On n'a pas encore tout capté, tous les phénomènes. Euh,
Et on n'a pas les capteurs aussi qui nous permettent de savoir si toutes les molécules, enfin, si les molécules, enfin, si telle ou telle molécule ou tel contaminant sont présents dans la colonne d'eau, quelles sont leurs actions avec ce qu'on appelle les effets cocktails, hein, parce que des fois une molécule, un pesticide n'a pas forcément d'effet sur une espèce, mais c'est l'association de plusieurs pesticides en petite quantité qui ont des effets, donc ce qu'on appelle les effets cocktails. Tout ça, c'est des choses qu'on étudie, notamment à le CIBA étudie ça, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, les scientifiques de Bordeaux aussi étudient ça, et puis c'est des questions qui nous intéressent, mais là pour l'instant, je pourrais pas dire concrètement si une espèce est plus en danger qu'une autre. Elles sont, euh, elles sont toutes Et, à, elles sont toutes finalement à préserver, à essayer de conserver du mieux qu'on peut, de faire tous les efforts enfin, possibles et imaginables pour les conserver, mais de là à dire qu'il y en a une qui est en danger critique, je ne saurais pas. Ah, alors si, peut-être en réfléchissant, je réfléchissais en parlant, on a, l'ange de mer. Alors l'ange de mer, c'est un requin, à mi-chemin entre le requin et la raie. C'est un poisson qu'on avait un peu, enfin, plus l'occasion de voir dans le temps. Et là, c'est une espèce en voie de critique d'extinction à l'échelle planétaire. Hein. Et donc, on la voit de moins en moins. Mais est-ce que l'ange de mer a été influencé par les pollutions sonores ou lumineuses? Ça, je ne pourrais pas le dire. Mais en tout cas, c'est une des espèces qui côtoie encore le bassin d'Arcachon, hein, qui est pas vu régulièrement, mais qui est parfois vu par les plongeurs, et qui est vraiment là, pour le coup, en voie d'extinction. d'accord. Et pour en revenir aux huîtres dont vous parliez tout à l'heure, cette mortalité importante d'huîtres, vous savez à quoi c'est dû? Vous avez une idée ou pas? Non, non, il y a, on note une corrélation hein, entre les grosses inondations qu'on a pu avoir là au début de l'année, le fait que les rivières, les tributaires, comme on les appelle, les tributaires du bassin d'Arcachon étaient, euh, étaient, étaient remplis d'eau, et inondaient les parcelles, etc., et arrivaient avec des tonnes d'eau douce dans le bassin d'Arcachon. Est-ce que c'est cette arrivée d'eau douce qui a provoqué la mortalité du naissain? Est-ce que c'est des potentiels contaminants dans les eaux douces qui sont arrivés en même temps et qui ont créé cette mortalité? Tout ça, c'est des questions qu'on n'a pas réussi à anticiper. Donc, on est arrivé avec cette mortalité-là sans pouvoir anticiper les échantillonnages, les suivis. Donc là, maintenant, on essaye d'apprendre de ces phénomènes-là et on met en place des actions pour mieux anticiper ces phénomènes enfin, pour mieux comprendre en fait ces phénomènes de mortalité pour la prochaine fois. Mais D'accord. Ok. on ne sait pas enfin, qu'est-ce qui est à l'origine de cette mortalité, malheureusement. D'accord. Je vais prendre une dernière question. Alors, on a à nouveau Sarah qui nous demande, en parlant de gestion, est-ce qu'il existe un quota pour la pêche loisir? Ou est-ce que son impact n'est pas assez important pour entrer dans les plans de gestion? Alors, oui, il y a des quotas pour la pêche de loisirs. Alors par quota, on peut entendre aussi, donc il y a des tailles de poissons à respecter. Hein. Souvent, il faut pêcher les poissons une fois qu'ils se sont reproduits au moins une fois qu'ils ont atteint leur taille biologique, leur maille biologique. Par exemple, pour le bar, c'est 42 centimètres. Pour la dorade, c'est 25 centimètres, si je dis pas de bêtises. Pour le congre, enfin, chaque espèce a sa maille biologique et sa maille réglementaire de capture. Et donc, depuis quelques années, on a un quota sur les bars. Donc, on est limité à 2 bars par pêcheur et par jour. Parce que donc le stock de bars, la population de bars dans le golfe de Gascogne est un peu surexploitée. Donc, on a limité l'effort de capture des plaisanciers à 2 bars. Mais toutes les espèces n'ont pas de quota. On a des quotas pour les araignées de mer. On est limité, enfin, si je dis pas de bêtises, à 12 araignées de mer par jour et par pêcheur. On est limité en coquilles Saint-Jacques. On est limité pour les coques et les palourdes à 3 litres de coques et de palourdes par jour et par pêcheur. Donc on a comme ça des quotas, mais qui sont nationaux et qui nous permettent de mieux gérer les stocks et les populations d'espèces. Et c'est des quotas aussi qui s'appliquent dans d'autres échelles à la pêche professionnelle. Hein, on a des espèces qui sont sous quota et on a la politique commune des pêches qui répartit les quotas avec les pays européens et qui essaye de faire son mieux pour gérer les stocks et pour préserver la ressource.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Benoît. On va arriver à la fin de cette conférence. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Une petite précision peut-être ou Bah non, pas plus que ça. Faut juste, malgré ces périodes de confinement, rester curieux, utiliser les 10 kilomètres qu'on a pour aller, si on le peut, bah, aller sur le littoral, essayer de trouver des capsules de raie ou des capsules de roussettes sur la plage, essayer de s'émerveiller, de continuer à s'émerveiller de ce monde vivant. Et même si il est parfois invisible pour nous en sous-marin, ben, ne pas hésiter à aller mettre la tête sous l'eau et si on a peur de mettre la tête sous l'eau, d'aller à marée basse sur les vasières et les bancs de sable et aller voir ce qui s'y passe parce que ça paraît désertique comme ça, mais ça grouille de vie et, euh, et donc il y a de quoi faire de belles rencontres. effectivement, donc toujours essayer d'aller voir sans trop déranger, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup Benoît pour cette conférence, c'était très intéressant. Merci encore à tous de nous avoir suivis pendant ces 3 jours. Je tenais à remercier aussi tous les partenaires du festival et je tenais également à remercier l'association Situ de Nature pour avoir fait appel à la revue Far West. N'oubliez pas que les conférences sont disponibles en replay sur la page Facebook de Situ de Nature et vous pouvez les revoir donc quand vous voulez. Merci beaucoup et à bientôt.